Dans cette édition de votre magazine, nous sommes sur la trajectoire de la pandémie mondiale, la maladie à coronavirus, les répercussions économiques du Covid-19 sur le continent africain. Signalé pour la première fois au mois de décembre 2019 en Chine, dans la ville de Wuhan, capitale tentaculaire de la province du Hubei, située au centre du pays. C'est à Wuhan que la maladie à coronavirus a déclenché. Très vite, les spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé vont lui trouver une appellation scientifique, le Covid-19. Le Covid-19 s'est rapidement propagé à travers le monde en l'espace de 2 mois. Tardivement frappée par l'épidémie, l'Afrique connaît désormais une augmentation préoccupante du nombre de cas, mettant en péril plusieurs secteurs de l'économie et faisant à présent de grandes répercussions sur l'économie du continent. Alors que le cap de 1400 malades, annoncé par l'Organisation mondiale de la santé, avait largement été dépassé en Afrique, l'OMS appelle alors le continent à se réveiller. L'Organisation mondiale de la santé met en garde l'Afrique à se préparer au pire. Les responsables des finances, à travers le continent, estiment alors qu'il faudra trouver plus de 10 milliards de dollars pour faire face aux dépenses de santé publique. Pour les experts, la crise est exceptionnelle à plusieurs titres. Car si la maladie à coronavirus est une véritable catastrophe sanitaire mondiale, elle est autant un véritable séisme économique. Quelles seront les conséquences économiques de cette pandémie du Covid-19 en Afrique? Que faire pour trouver les actions économiques urgentes pour faire face à la crise? C'est la problématique autour de laquelle on tentera d'apporter des éléments de réponse dans ce dossier du magazine Trajectoire, alors que l'Afrique fait face à la menace économique due au coronavirus. En quelques jours, dès la 3e semaine du mois de mars, la plupart des pays africains sont passés à l'état d'urgence sanitaire. Déclaration des gouvernements, plusieurs mesures sont prises. Fermeture partielle et fermeture totale des frontières aériennes, maritimes et terrestres, à l'exception des vols cargo ou des transports de marchandises. Confinement et confinement partiel sont préconisés. Ces mesures, qui vont notamment influencer les échanges économiques, sont accompagnées d'autres mesures sanitaires. Les spécialistes et les responsables des finances du continent calculent déjà l'impact que la crise aura sur la croissance économique. Déjà sans exception, les budgets des pays vont se déséquilibrer. Alors il va absolument falloir que les autorités et les experts pensent à repenser la structure entière des budgets de chaque État. Les États font une loi de finances, une loi budgétaire, où ils tablent dans leur loi de budget, ils disent que tout au long, par exemple, de l'année 2020, c'est le cas, par exemple, du Nigeria, qui ont tablé pour la vente d'un baril de pétrole à 57 $. Beaucoup de pays de la CEMAC ont tablé pour la vente à 60 $. Mais aujourd'hui, quand vous vendez le pétrole à 28 $, ça veut dire que vous avez moins de la moitié de votre budget. Il y a des États qui vont perdre jusqu'à 600 milliards, il y a des États qui vont perdre jusqu'à 800 milliards. Mais vous allez prendre où pour pouvoir remplacer cela dans votre budget? Ça veut dire que vous avez prévu, c'était des prévisions budgétaires. Maintenant, nous ne sommes qu'à quelques semaines de la crise, que l'Afrique est vraiment frappée. Vous avez déjà la moitié de votre budget. Si nous prenons un pays comme l'Angola, dont les revenus, les recettes budgétaires dépendent de 70% des recettes pétrolières, vous ne pouvez pratiquement pas vous en sortir. Maintenant, il faut faire des réajustements. Pour les pays qui ne dépendent pas trop de cela, ils peuvent essayer de faire quelque chose. Nous sommes en mars et on peut réajuster la loi de finances, mais pour beaucoup de pays, ça va être extrêmement difficile. Si vous avez une nation comme l'Angola qui a tablé dans sa loi de finances pour un baril à 60 $, puisqu'il y avait une montée du prix, et qu'aujourd'hui vous êtes à 30 $, vous êtes à 28 $, moins de la moitié. Si vous dites que vous allez faire un réajustement, il faudrait bien trouver l'autre partie pour remplacer. Vous allez prendre cela où? D'autant plus que vous ne vous attendez pas à cette situation. Et là, je dis que ça, c'est l'une des plus grandes crises que nous risquerons d'affronter dans les jours à venir après la crise sanitaire. Comme partout dans le monde, en Europe, en Asie, aux États-Unis, les entreprises s'effondrent. Ce sont les marchés les plus connectés qui ont été les premiers à souffrir le plus.
Alors, le marché du numérique et précisément le e-commerce subit les répercussions de la pandémie parce que le coronavirus ou bien le Covid-19, comme on l'appelle aujourd'hui, vient de la Chine. Donc, c'est la Chine qui est le premier territoire à être touché et c'est la Chine qui est le fournisseur des nations aujourd'hui. Donc, après déjà le nouvel an chinois qui a duré normalement, nous avons eu la mauvaise nouvelle avec le Covid-19. Donc, toutes les personnes qui vendaient en ligne et qui n'avaient pas des stocks conséquents ont été affectés. Donc, ils ne pouvaient pas se réapprovisionner. Alors, nous avons eu un temps d'attente avant même que les Chinois commencent à répondre. Parce qu'après le nouvel an, la déclaration du Covid-19, le confinement chinois, on a eu 12 jours où les Chinois ne répondaient carrément pas. Imaginez une femme d'affaires comme moi, avec des commandes en suspens, je contacte mes fournisseurs, ils ne répondent pas. Comment est-ce que je me comporte auprès de mon client qui peut-être ne connaît pas encore ce qui se passe dans le monde à cette période-là parce que la nouvelle n'était pas encore répandue. Donc nous avons commencé à ressentir ça. Les ventes ont chuté énormément sur les sites comme Amazon, sur les sites e-commerce qui livrent dans les pays européens. On a eu certains clients même qui étaient au courant de la pandémie lorsque ça a un peu évolué, qui ne voulaient recevoir aucun colis venant de la Chine. Donc quand le colis venait de la Chine, ils ne voulaient pas le recevoir croyant qu'ils vont être directement contaminés. Donc ça a porté vraiment un coup sur les ventes. Et lorsqu'on arrive en Afrique aussi, c'est le même problème parce qu'en Afrique, voilà, les gens vivent au jour le jour, ils achètent les produits lorsqu'ils en ont envie ou bien lorsqu'ils ont le besoin et quand ils ont aussi de l'argent. Du coup, c'est compliqué avec cette maladie, ça freine énormément les ventes, ça freine énormément les affaires. Le marché de la bourse, quant à lui, a connu sa pire chute, comme le jeudi noir du 12 mars 2020, qui a vu la bourse de Paris plonger de 12,28%, ou encore le marché de la bourse de New York, qui est amené à fermer temporairement son célèbre parquet du Wall Street, où se réunissaient encore physiquement quelques traders. Comment les marchés africains réagissent-ils alors que beaucoup de pays en Afrique sortent d'une crise économique? Alors, la bourse est affectée parce que les investisseurs sont dans une période d'incertitude. Ils ne savent pas vraiment comment les choses vont se passer. Et lorsqu'on regarde bien aux informations, on voit aussi qu'il y a des grands investisseurs qui sont politiciens, en l'occurrence aux États-Unis, qui se sont détractés, qui se sont retirés de certains marchés. Donc, du coup, ça crée vraiment de la panique. On voit comment les prix descendent. Donc, voilà, les gens vendent rapidement. Ou alors, il y en a qui profitent aussi de l'opportunité pour acheter des actions dans certaines entreprises comme Amazon ou bien dans certaines entreprises pharmaceutiques. Premièrement, à cause du confinement. Quand il y a le confinement, les personnes, les travailleurs de la bourse, des différentes bourses, que ce soit le Nasdaq, le CAC 40, Wall Street, ils ne peuvent plus se déplacer pour aller trader. Les opérateurs ne peuvent plus se déplacer pour aller sur place, effectuer les opérations. Cela a déjà un impact négatif. Maintenant, au-delà, il y a quand même le fait que beaucoup de grandes entreprises mondiales sont cotées dans les bourses. Puis il y a non seulement la fermeture de la bourse, mais il faut noter quand même que les bourses sont fermées parce que beaucoup de bourses étaient rouges, beaucoup de bourses étaient pratiquement en chute libre. Pourquoi? Parce que beaucoup de grandes entreprises cotées dans les bourses ont eu des difficultés importantes, notamment les très grandes compagnies aériennes. Nous savons que l'un des premiers secteurs à être frappé par la crise du coronavirus, ce sont les compagnies aériennes. Il y en a des grandes compagnies américaines, européennes, asiatiques qui sont pratiquement en faillite, qui attendent un soutien de l'État. Je crois une entreprise comme Air France, la semaine dernière, déjà, ils étaient autour de 200 millions d'euros de pertes sèches. Il y en a qui perdent 50 millions d'euros par semaine, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Or, la plupart de ces grandes entreprises sont cotées dans les bourses. Donc, quand vous êtes coté dans la bourse, ça veut dire que vous avez des actionnaires. Or, quand les actionnaires se rendent compte que vous êtes en train de perdre du chiffre d'affaires, vous êtes en train de faire faillite, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent leurs actions sur le marché pour s'en débarrasser, puisque les actions sont en train de perdre de la valeur. Et comme ils sont nombreux à pouvoir mettre leurs actions sur le marché qui sont en train de perdre de la valeur, généralement, le principe de l'offre et de la demande, les actions perdent beaucoup de leur valeur et l'impact est extrêmement négatif. Ça veut dire que même au niveau des bourses, les transactions sont pratiquement en chute libre. Selon le magazine Jeune Afrique Eco, les transporteurs maritimes obligés d'annuler leurs escales chinoises du fait de l'épidémie
estime déjà à 350 millions de dollars le manque à gagner par semaine à l'échelle mondiale. Une perte qui provient en bonne partie de la limitation au strict minimum des déserts Afrique-Chine. En temps normal, crucial pour remplir les réservoirs des véhicules chinois et approvisionner l'industrie métallurgique de Tianjin ou encore de Shanghai. Les ports d'Afrique de l'Est, que ce soit à Djibouti, à Dar es Salaam, situés sur les nouvelles routes de soie, sont les plus affectés. Les conséquences économiques, particulièrement sur la fermeture stricte des frontières, vont entraîner la chute des coûts des matières premières, notamment le pétrole. Face à la chute des prix du baril, les firmes sabrent dans leur investissement au risque d'hypothéquer leur avenir, avec un pétrole qui est passé en 15 jours de 6 $ le baril à 25 $. La plupart des États africains, les budgets sont adossés sur les exportations des matières premières, notamment le pétrole et bien d'autres choses. Il y a eu deux éléments qui ont contribué à la chute des recettes pétrolières, toujours liées à la crise. Premièrement, il y a une guerre de prix qui existe entre l'Arabie Saoudite avec son entreprise Aramco et le russe Rosneft, qui sont les grands producteurs de pétrole de par le monde entier. L'Arabie Saoudite, du fait qu'ils ne sont pas entendus sur les quotas mais sur le marché, a ouvert ses ventes, c'est-à-dire a augmenté les quantités qu'elle va produire. Ce qui fait que cela a participé à la baisse du prix du baril. Maintenant, adossé à ce que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire la baisse des demandes, notamment de la Chine qui est le plus grand importateur mondial de pétrole. Il y a la Chine qui a cessé les importations, ou du moins qui a réduit, et beaucoup d'autres pays, du fait du marasme économique créé par le Covid-19, beaucoup de pays n'importent pas le pétrole. Comme ils n'importent pas le pétrole et que l'Arabie Saoudite a décidé d'ouvrir les ventes, d'augmenter ses quantités, nous avons assisté à une baisse. Je crois jusqu'à hier, c'était autour de 28 $ par baril. Autre aspect, la question du confinement. Pour la plupart des pays africains, il est partiel. En effet, le confinement obligatoire aura un impact significativement négatif sur le panier de la ménagère et sur l'économie. Le marché camerounais, par exemple, est considéré comme le plus grand marché d'Afrique centrale. Pourtant, depuis l'annonce des mesures gouvernementales aux populations pour barrer la voie à la pandémie, l'on assiste à la flambée des prix. Si pour les acheteurs aux faibles revenus, ils pouvaient encore s'offrir des fruits comme la tomate à 100 francs CFA, aujourd'hui, ils coûtent 2 fois plus cher. Comme la tomate, les prix de l'huile de palme ou encore celui du riz sont aussi à la hausse dans les marchés du Cameroun. Pourtant, le Cameroun est reconnu 10e producteur mondial d'huile de palme et 3e producteur en Afrique, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que ça m'amène à parler de la raison pour laquelle nous sommes venus en Afrique faire la business tour. Vous voyez, quand on parle des pays européens et on parle de confinement, en Europe, on peut respecter le confinement à 80%, par exemple. En Chine, même à plus de 90%, ils ont respecté leur confinement parce qu'ils produisent. Ils ont les moyens de leur politique. Ils peuvent fournir certaines denrées alimentaires de première nécessité à leur population sans problème. Mais le cas de l'Afrique est complètement différent parce que nous ne produisons pas, nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour garder les populations à la maison. Alors, ce genre de pandémie doit venir nous réveiller pour qu'on puisse se préparer. Ça ne va pas se faire aujourd'hui, malheureusement, mais au moins, ça va nous permettre de savoir qu'on bâtit un État en pensant à la crise qui peut arriver, parce que la crise ne prévient pas. Moi, ce que je conseillerais, par exemple, c'est de développer l'industrie locale, de s'assurer que les denrées de première nécessité que nous consommons viennent de nos pays, d'amener également les jeunes à produire dans le but de satisfaire les besoins locaux et les besoins internationaux aussi. L'Union africaine s'est mise en ordre de bataille à travers son centre de prévention et de contrôle des maladies. L'organisation panafricaine a dévoilé un plan d'action énergétique qui repose sur 3 piliers fondamentaux. La stratégie de prévention, éviter plus de morts et éviter plus de dégâts sociaux. Mais en quoi consiste réellement cette stratégie mise sur pied par l'Union africaine? Très sincèrement, Victoire, je vous dis que très peu de pays dans le monde entier étaient
prêt à faire face au Covid-19. Nous voyons tout en France. Un grand pays comme la France, nous voyons le confinement, nous voyons l'impact, nous voyons l'incapacité du système sanitaire à faire face au flot de malades. Nous voyons la même chose en Italie, nous voyons la même chose en Allemagne. Donc pour dire que ce n'est pas une fatalité si nous avons des difficultés à pouvoir faire face. Juste que chez eux, généralement, il y a des mesures d'accompagnement. Je crois que le gouvernement français a voté 300 milliards, a donné sa pression pour 300 milliards pour soutenir les entreprises. La Chine en a fait ainsi, l'Allemagne fait ainsi, le Canada fait ainsi. Mais chez nous, on n'a pas cela. Pourquoi n'avons-nous pas cela dans la plupart de nos pays, notamment ceux de la zone franc? C'est parce que nos décisions de la politique monétaire ne nous appartiennent pas. Nos décisions de politique monétaire sont prises ailleurs, notamment à Paris, puisque nos finances sont gérées par le Trésor français. Or, le Trésor français va difficilement laisser ses problèmes à gérer à l'instant T avec le Covid-19 pour pouvoir regarder nos propres problèmes. Est-ce que c'est pas, vous voyez un peu? Et face à cette situation-là, premièrement, il y a une indépendance économique. Une indépendance économique sérieuse, une diversification économique sérieuse passe par une indépendance monétaire. Et pour cela, c'est important que nous puissions avoir nos propres monnaies. Mais au-delà du fait d'avoir nos propres monnaies, c'est indispensable que nous puissions diversifier notre économie. Puisque même si nous avons ces difficultés-là, supposons que nous fassions une loi des finances et que nous avons des difficultés budgétaires. Mais si au niveau de la balance commerciale, il n'y a pas un grand déficit au profit de l'extérieur, en d'autres termes, si nous importons moins de l'extérieur et que nos besoins sont introvertis, donc sont concentrés sur ce que nous produisons, l'impact peut être extrêmement amoindri. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous importons de l'étranger, il faudrait bien trouver des devises pour importer de l'étranger. Peut-être du blé pour le pain, pour les pâtes, pour tout ce que nous consommons. Mais sinon, on pouvait produire une grande quantité de cela sur le territoire national, l'impact devait être extrêmement amoindri. D'où l'importance d'encourager les productions nationales. Des pays vivent de cela. Je prends l'exemple du Nigeria. Parfois, le Nigeria, c'est un pays où je vais parfois le Nigeria s'auto-applique une forme d'embargo. Comme tout récemment, vous avez vu sur les désinfectants pour les mains, le Nigeria dit il y a un besoin important, ils ont interdit l'importation. Donc ils incitent les producteurs nationaux à continuer à produire. Premièrement, vous créez des emplois, vous allez payer des impôts, mais surtout, les devises que vous devez utiliser pour importer, ça reste dans le pays, etc., etc. Est-ce que la crise peut permettre aux États africains à comprendre que importer le blé n'est pas indispensable pour faire du pain chez nous, qu'on peut faire du pain avec de la patate, avec du maïs, avec du sorgho, et que c'est de plus bonne qualité que ce que l'on importe? Ça devrait avoir un impact positif. Est-ce que cela peut nous aider à comprendre que nous ne sommes pas obligés d'importer du poisson tout le temps, que nous pouvons élever des poissons chez nous, puisque nous avons des eaux pratiquement partout en Afrique? C'est un impact qui peut être positif. Le riz que l'on importe, on peut cultiver cela dans beaucoup de régions en Afrique. Les vêtements que nous importons en Afrique, dans beaucoup de pays, on produit du coton. Je veux dire, il y a une possibilité. Je disais dans une allocution hier que le président Macron a dit dans son discours que nous sommes en guerre. Il a dit plusieurs fois. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une guerre parce qu'on parle de ce moment de coronavirus. Même après le coronavirus, il y aura une guerre de repositionnement. Alors, chaque État doit profiter de cette situation pour repenser sa position sur la scène internationale. Et notre État du Cameroun aussi est très bien pensé. Nous avons des jeunes très doués, des techniciens, des ingénieurs, des personnes qui ont des connaissances. C'est peut-être le moment de faire appel à ces personnes-là, qu'elles proposent des études pour aider le gouvernement à aller encore plus loin. Personnellement, moi, j'apporte ma pierre au niveau du digital, au niveau du e-commerce, où j'attire l'attention des jeunes de mettre toutes leurs activités en ligne, quel que soit ce qu'ils font. Ça peut être l'agriculture, l'élevage, n'importe quoi. Il faut avoir une présence en ligne parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner plus d'argent et de pouvoir faire face aux mauvais jours comme ce que nous sommes en train de traverser en ce moment. Sans aucun doute, il y aura un avant et un après coronavirus. Les risques d'une crise économique sont-ils envisageables? Pour l'heure, nous n'en savons pas grand-chose. L'urgence demeure et peut-être pour encore plus de temps que prévu.